Alors, bonjour à toutes et à tous. Ça me fait plaisir de pouvoir discuter avec vous sur la problématique du jour, le barrage de la Renaissance, nouvelle crise dans les relations entre Égypte et Éthiopie. On voit que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Simplement, aujourd'hui, il y a il y a effectivement une pomme de discorde de nouvelles depuis quelques années qui émaille à nouveau les relations difficiles entre l'Égypte et l'Éthiopie, essentiellement au sujet de la gouvernance de la ressource en eau que représente le Nil. Sans plus attendre, de quoi s'agit-il exactement? Donc, de quoi s'agit-il? On parle beaucoup dans les médias depuis quelques années de la tension générée par ce projet éthiopien de construction du grand barrage de la Renaissance. Donc, vous voyez quelques photos ici du chantier. Barrage qui est situé à la frontière entre l'Éthiopie et le Soudan, donc sur le Nil bleu. C'est un barrage assez imposant. Ce sera le plus puissant barrage hydroélectrique en Afrique avec 6350 MW. Juste pour nous permettre de nous situer, la plus grande centrale, le plus grand complexe de production hydroélectrique au Québec, LG2, fait 5616 MW. Donc, on voit qu'effectivement, c'est un ouvrage assez imposant en termes de production hydroélectrique, au coût de 5 milliards de dollars, ce qui est assez considérable compte tenu des budgets éthiopiens. Est en construction depuis 2011 et le début du remplissage date de 2020. Donc, une des questions justement sur lesquelles achoppent les négociations, qui crispent un peu les relations entre l'Égypte et l'Éthiopie, c'est précisément le calendrier du remplissage. On verra qu'il y a d'autres sujets de discorde précisément. Alors, pour comprendre pourquoi ce barrage de la Renaissance crispe tellement les relations entre l'Égypte et l'Éthiopie, dans une moindre mesure aussi le Soudan, il faut se remettre dans le contexte général. Comment est structuré le bassin du Nil? Alors, un bassin qui comprend 11 États, donc avec l'Égypte étant le pays tout en aval sur ce bassin, l'Éthiopie étant un pays en amont du bassin, sur le Nil bleu. Gardez à l'esprit que le Nil est constitué de deux affluents principaux, le Nil blanc, donc qui a un régime de précipitation équatoriale, donc qui draine essentiellement le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, la République démocratique du Congo, jusqu'au Rwanda et au Burundi, avec donc un régime, on le voit sur ces histogrammes, à peu près égal tout au long de l'année. Et le Nil bleu, donc la confluence des deux fleuves se fait dans la région de Khartoum au Soudan, qui lui a un régime très contrasté, de type tropical, essentiellement alimenté par la mousson sur les hauts plateaux éthiopiens. Gardez à l'esprit aussi, c'est important, que l'essentiel du débit en termes de volume du Nil provient du Nil bleu. Donc l'Éthiopie, à travers le Nil bleu, fournit l'essentiel du débit de l'ensemble du Nil. C'est un argument qui est par ailleurs utilisé précisément par l'Éthiopie pour légitimer qu'elle puisse utiliser une bonne partie des ressources, ce qu'elle ne peut pas faire depuis assez longtemps. Historiquement, c'est essentiellement l'Égypte qui, évidemment, a utilisé les eaux du Nil. Depuis la plus haute antiquité, les Égyptiens ont mis en valeur les ressources hydrauliques du Nil, ont utilisé les crues annuelles qui permettaient de fertiliser les berges du fleuve pour développer l'agriculture irriguée. Depuis le 19e siècle, on a cherché à développer davantage cette irrigation traditionnelle pour développer une agriculture de type plus industriel. Donc, on a ainsi mis en valeur les ressources avec la construction de plusieurs barrages. Le barrage d'Assouan, dans les années 60, étant le dernier en date d'une série de construction d'ouvrages hydrauliques. Donc, le barrage d'Assouan étant un très grand barrage construit avec l'appui soviétique au départ dans les années 60 pour permettre précisément à l'Égypte d'acquérir une certaine indépendance sur le plan hydraulique. Je vais y revenir. À l'époque, c'était essentiellement les Britanniques qui étaient maîtres d'une bonne partie du bassin du Nil. Gardez à l'esprit que jusqu'en 1922, l'Égypte est une colonie sous mandat britannique. C'est la même chose aussi pour le Soudan, pour l'Ouganda, le Kenya, ainsi que la Tanzanie. Seule demeure indépendante l'Éthiopie. Donc, les Britanniques, qui sont la puissance étrangère principale sur le bassin du Nil, essayent d'optimiser, se demandent comment on peut optimiser la gouvernance de la ressource en eau sur l'ensemble du bassin du Nil pour précisément développer l'agriculture irriguée. Les Britanniques cherchent beaucoup à développer la culture de coton, simplement pour leur industrie textile, et on prend acte du fait qu'on est dans un climat essentiellement désertique dans la vallée du Nil, que ce soit au Soudan et en Égypte, évidemment. Dès qu'on sort de la vallée du Nil, c'est assez difficile le développement de l'agriculture si on ne mobilise pas des quantités d'eau assez importantes pour pratiquer l'irrigation.
Les Britanniques notent bien qu'en Éthiopie, dans les hauts plateaux, ben, la perte par évaporation est beaucoup plus limitée. Donc, on a tout intérêt effectivement à construire un grand barrage en amont en Éthiopie pour pouvoir ainsi stocker de l'eau sur l'ensemble ensuite du cours du Nil bleu et ensuite du Nil. D'autre part, le potentiel d'évaporation est beaucoup plus limité en Éthiopie puisqu'on est beaucoup plus en altitude. Alors que, par exemple, sur le barrage d'Assouan, le réservoir d'Assouan, on perd à peu près 10 milliards de mètres cubes par an simplement en évaporation parce qu'évidemment, on se trouve en plein désert. Malheureusement, pour les projets britanniques, l'Éthiopie refuse ces projets pour des raisons historiques qui tiennent à sa relation assez compliquée avec les puissances étrangères, l'Égypte d'abord, les Italiens par ailleurs. Donc les Éthiopiens refusent la proposition britannique qui se tourne à ce moment-là vers donc, la construction d'autres barrages, le barrage d'Assouan étant le dernier en date, comme je le mentionnais tout à l'heure. Par ailleurs, devant le souci égyptien de sécuriser les ressources en eau, les Britanniques vont négocier, qui sont encore la puissance coloniale au Soudan, après l'indépendance de l'Égypte en 1922, vont signer un premier traité donc, entre les Britanniques et les Égyptiens pour essayer de partager les ressources du Nil. Après l'indépendance du Soudan en 1956, ce dernier, le Soudan et l'Égypte vont négocier un traité qui sera signé en 1959 qui partage l'intégralité du cours du Nil. Donc on voit que les volumes qui sont partagés ainsi, 18,5 milliards de mètres cubes attribués au Soudan, 55,5 milliards de mètres cubes attribués à l'Égypte, et l'Égypte maintient, depuis cette époque-là, que ce traité régit la gouvernance des eaux du Nil. Donc l'Égypte se raccroche à l'existence de ce traité, qu'elle estime s'appliquer à l'ensemble du bassin du Nil, d'une part, s'accroche aussi à l'argument des droits acquis, en faisant valoir que puisqu'elle utilise les eaux du Nil depuis des millénaires, ce qui était au demeurant tout à fait exact, elle a acquis des droits historiques sur l'ensemble de ces eaux et que les utilisateurs potentiels en amont ne peuvent pas utiliser les volumes qu'ils souhaitent parce que ça viendrait limiter les droits acquis par l'Égypte. L'Éthiopie, quant à elle, refuse de reconnaître ces droits acquis en estimant que c'est un concept qui n'a pas cours en droit international, d'une part, et d'autre part, par rapport au traité de 1959, elle souligne qu'elle ne se sent pas liée par ce traité puisque, d'une part, elle ne l'a pas négocié, on ne l'a pas invité à la table de négociation, et elle ne l'a pas signé ni même ratifié. D'autres États du bassin ont aussi adopté la même thèse, donc les colonies, les pays issus de la domination coloniale britannique, Tanzanie, Kenya, etc., ont adopté la doctrine dite de Nyerere, qui veut que les États issus de la période coloniale ne sont pas liés par les traités qui auraient pu être négociés à l'époque britannique. Autrement dit, on rejette effectivement tous les traités qui ont pu être signés par les Britanniques et les traités qui ont pu être signés sans que ces États aient eu leur mot à dire à l'époque où ils n'étaient pas indépendants. Donc, on voit que déjà, sur le strict plan de l'interprétation du droit international et de l'héritage de la période coloniale, il y a un désaccord important qui se maintient encore aujourd'hui sur la façon d'interpréter ces traités et la légitimation du droit à la mobilisation des ressources en eau. L'Égypte et l'Éthiopie, les principaux protagonistes, campent sur leur thèse, l'Égypte ayant développé la thèse des droits historiques que j'ai évoqués tout à l'heure, l'Éthiopie maintenant qu'elle a la souveraineté territoriale absolue sur son territoire, le Nil bleu coulant sur son territoire, elle peut mobiliser les eaux de ce fleuve comme elle l'entend. Depuis l'émergence de cette dispute, il y a eu la signature de la Convention de New York sur l'utilisation des eaux des fleuves à des fins autres que la navigation. C'est le nom complet de cette convention internationale, donc signée en 1997, qui effectivement semble conforter, au moins en partie, la vision éthiopienne. Il n'y a absolument pas de mention du concept de droits acquis en droit international de l'eau. Donc effectivement, la Convention de New York semble donner raison sur ce point, en tout cas, à l'Éthiopie. Il n'y a rien qui ressemble à des droits acquis en matière de partage de la ressource en eau. Bon, l'Éthiopie refuse de reconnaître les bases de cette hégémonie de facto de l'Égypte sur le bassin du Nil. Il faut constater quand même que l'Éthiopie a longtemps peiné à développer
son hydraulique, la mise en valeur des ressources en eau du Nil bleu sur son territoire. Il faut dire qu'elle n'avait pas accès au financement international après le coup d'État communiste de 1974, qu'il y avait la guerre civile contre l'héritier de Tigré, qui pesait très lourd dans les finances de l'État éthiopien, qu'il y avait une stratégie gouvernementale, on l'a beaucoup évoqué dans les médias à l'époque, la grande famine des années 80, dans le cadre de la guerre civile, qui était en bonne partie une stratégie délibérément déployée par le gouvernement pour essayer d'affamer la guérilla. Donc, on n'investissait pas non plus dans les régions concernées. Tout ceci a fait en sorte qu'il y a eu très peu de construction, de développement de retenues d'eau, de barrages et de systèmes d'irrigation dans la région. Bon, 1991, c'est la fin de la guerre civile, c'est l'indépendance de l'Érythrée, et donc l'Éthiopie qui change complètement de gouvernement, qui essaye d'être un bon élève de la société civile, de la société internationale, qui se tourne vers les bailleurs de fonds internationaux pour emprunter de l'argent pour essayer de développer ces infrastructures. Bon, en soulignant qu'elle ne se sent pas membre palliée par le traité de 1959. Donc, elle va délibérément, effectivement, chercher à construire des infrastructures hydrauliques, ce qui fâche beaucoup l'Égypte. Longtemps, l'Égypte a déployé d'intenses pressions pour essayer de bloquer le financement des barrages éthiopiens. Donc, avec des mesures de lobbying, il faut dire, remarquablement efficaces, effectivement, auprès de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, de la Banque européenne d'investissement, pour faire valoir qu'à partir du moment où l'Égypte et dans une moindre mesure le Soudan n'étaient pas d'accord pour les projets de construction hydroélectrique de l'Éthiopie, on ne pouvait pas financer ces projets puisqu'ils n'étaient pas l'objet d'un consensus sur le bassin versant. Et beaucoup donc d'organismes de financement international étaient assez sensibles à ces arguments de la part de l'Égypte qui est par ailleurs extrêmement habile dans ces entreprises de lobbying pour essayer de bloquer les projets éthiopiens. Donc, ça a été un facteur majeur de statu quo qui a permis à l'Égypte de ne pas avoir à chercher de solutions négociées. Donc, l'Égypte qui craignait beaucoup la construction de barrages en amont sur le Nil bleu, en se posant la question dans quelle mesure ça va affecter les ressources qui sont à ma disposition, ben, a ainsi pu empêcher tout projet de construction pendant des années en Éthiopie. Et pendant ce temps, évidemment, on n'avait pas besoin de chercher un compromis politique sur la question de la gouvernance des eaux du Nil. Donc, on voit sur cette carte, il y a eu effectivement plusieurs projets de construction de barrages que j'évoquais tout à l'heure en Égypte, au Soudan aussi. Il y avait plusieurs projets qui ont récemment pu être lancés en Éthiopie, mais c'est quelque chose d'extrêmement récent. Pendant longtemps, la plupart de ces projets de construction de barrages n'ont pas pu être financés, donc n'ont pas vu le jour. Ce qui a changé à partir de 2005 environ, qui a complètement bouleversé la stratégie politique de l'Égypte, c'est l'irruption de nouveaux acteurs financiers sur la scène internationale, essentiellement la Chine. La Chine qui, à partir du moment où elle a disposé de liquidités importantes et qu'elle a pu offrir des prêts substantiels dans sa politique d'aide au développement pour des pays tiers, a complètement bouleversé la stratégie politique développée par l'Égypte sur le bassin du Nil. En effet, c'est la Chine qui a largement contribué à financer la plupart des projets de barrages qui ont pu être menés à l'heure actuelle en Éthiopie. Alors, on pourrait se poser la question du surendettement possible de l'Éthiopie dans le cadre de cette stratégie. C'est une autre question dont on pourrait éventuellement répondre à ces questions, mais le fait est que à partir du moment où la Chine a commencé à prêter de l'argent massivement à l'Éthiopie pour la construction de ces barrages, effectivement, il y en a eu plusieurs qui ont été construits, dont le grand barrage de la Renaissance, qui est le premier à être construit directement sur le cours du Nil bleu, qui, de par son ampleur, évidemment, suscite de très fortes inquiétudes en Égypte, puisqu'il va retenir un volume assez considérable, et la politique de gestion des eaux qu'il va retenir peut effectivement être perçue comme une menace par le gouvernement égyptien. On incite en ce moment à la crispation des principaux protagonistes. Il y a une tension montante, c'est vrai, entre l'Égypte et l'Éthiopie au sujet de la gouvernance des eaux du Nil, au point que même les détracteurs du concept de guerre de l'eau, je pensais par exemple à Aaron Wolf ou à Thomas Homer Dixon, sont malgré tout relativement inquiets au sujet de l'avenir de la coopération politique sur le bassin du Nil. J'estime que le concept de guerre de l'eau n'est pas vraiment recevable,
mais ils maintiennent qu'il y a peut-être effectivement matière à l'inquiétude sur ce bassin. Alors, est-ce qu'il y a eu des avancées dans la négociation pour essayer de trouver des compromis, des solutions sur le bassin du Nil? En 1999, il y a ce qu'on appelle l'initiative du bassin du Nil, donc un processus de négociation qui a été en bonne partie porté par l'ACDI, par l'Agence suédoise d'aide au développement et par le Programme des Nations Unies pour le développement, qui, pour la première fois, a réussi à rassembler autour d'une même table, pas avant 1999, donc, pour rassembler autour d'une même table l'ensemble des pays du bassin versant. Et à travers ce processus de discussion, de négociation, on s'est aperçu que les positions respectives ont été adoucies. L'Éthiopie reconnaît qu'elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut sur son territoire avec les eaux du Nil bleu. L'Égypte a commencé à reconnaître qu'elle ne pouvait pas empêcher l'Éthiopie d'utiliser une partie des eaux du Nil, mais au-delà de ces positions respectives adoucies, qui sont quand même un résultat non négligeable, il n'y a toujours pas de partage de l'eau qui a été discuté, encore moins qui a été convenu. Alors l'Éthiopie est demeurée assez active pendant toutes ces années. Il y a eu un accord provisoire qui a été signé en 2010 par 6 pays, ce qu'on appelle le Nile River Basin Cooperative Framework. C'est un accord inspiré dans ses principes de la Convention de New York de 1997 que j'ai évoquée tout à l'heure, mais que l'Égypte et le Soudan ont complètement rejeté. Autrement dit, on n'a toujours pas trouvé de consensus, de base juridique et conceptuelle pour trouver un accord qui puisse satisfaire l'ensemble des pays membres du bassin versant. Donc, constatant qu'il n'y avait pas de possibilité d'obtenir un consensus, l'Éthiopie a décidé d'aller de l'avant avec ses projets de construction de barrages, notamment le grand barrage de la Renaissance, dont le chantier débute en 2011, qui suscite une très vive réaction de la part de l'Égypte, qui parle d'intervention militaire, qui parle de déstabilisation politique de l'Éthiopie pour essayer d'empêcher la construction de ce barrage. Dans toute cette tension, on essaie malgré tout de continuer le dialogue politique. La déclaration de Khartoum de 2015, signée par l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie, souligne qu'il faut continuer le dialogue politique et reprendre les principaux principes de la Convention de New York, à savoir trouver une solution négociée avec comme base l'équité, le partage et ne pas susciter de dommages significatifs aux États d'aval. Mais on voit que ça n'a pas empêché les Éthiopiens d'aller de l'avant avec la construction du barrage et le début du remplissage, début 2020, malgré le fait que, au-delà de la déclaration de principe de Khartoum, il n'y a pas eu d'accord qui ait suscité l'adhésion de l'ensemble des 3 principaux intéressés, à savoir l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Donc des négociations qui n'aboutissent pas. On n'arrive pas à trouver un consensus ni sur le principe de la construction du barrage, même si maintenant, évidemment, c'est trop tard. Les Égyptiens n'ont pas pu empêcher les Éthiopiens de construire leur barrage. Il y a toujours des discussions sur le calendrier du remplissage, puisqu'évidemment, s'il les remplit en 2 ou 3 ans, ce n'est pas du tout la même chose quant aux volumes qui sont laissés, que l'Éthiopie va laisser couler, que s'il les remplit en une dizaine d'années. Évidemment, les Égyptiens préféreraient que le calendrier de remplissage soit le plus long possible. Les Éthiopiens plaident pour un remplissage très rapide. Et il n'y a pas non plus d'accord sur les modalités de contrôle de gestion des lâchers d'eau tout au long de l'année. L'Égypte faisant en particulier valoir qu'en cas de sécheresse récurrente, surtout dans un contexte de changement climatique, ce serait important que l'Éthiopie lâche davantage de volume d'eau pour que l'Égypte continue de pratiquer l'irrigation dont elle est tellement dépendante. Alors l'Égypte semble vraiment aux abois, extrêmement inquiète de la perspective de la construction de ce barrage. Je l'évoquais tout à l'heure, en 2013, le président Morsi, à l'époque, a évoqué la possibilité d'une intervention militaire ou d'opérations de déstabilisation politique en Éthiopie pour mettre un terme au chantier. Il y a aussi d'intenses manœuvres diplomatiques de la part de l'Égypte auprès de la Ligue arabe, de l'Union européenne, de l'Union africaine, des États-Unis pour faire pression sur l'Éthiopie, sans succès manifestement, puisque le chantier est pratiquement terminé à l'heure actuelle. L'Éthiopie maintient qu'il est urgent de développer son hydroélectricité à cause de la lutte contre la déforestation. Savoir que c'est une des principales raisons qui est mise de l'avant par le gouvernement éthiopien. Si je ne distribue pas d'électricité à l'ensemble de ma population, celle-ci va continuer de manière très traditionnelle de couper du bois pour se chauffer, pour
pour tous les besoins domestiques. Donc, pour enrayer la déforestation qui est extrêmement intense sur le territoire éthiopien, il faut produire de l'hydroélectricité. Et puis, l'Éthiopie maintient aussi que ce barrage peut être bénéfique pour l'ensemble des pays de la région à travers ses exportations. Une médiation américaine a été tentée début 2020. Il y a eu beaucoup de maladresse de la part des Américains. Par exemple, l'administration Trump a laissé entendre qu'il y avait un lien entre le succès de cette négociation et le maintien de l'aide au développement des États-Unis envers l'Éthiopie. Bon, évidemment, ça n'a pas plaidé en faveur de l'impartialité de Washington dans cette négociation. Et on a aussi eu l'impression dans plusieurs déclarations du président Trump que celui-ci était davantage soucieux de pouvoir postuler au prix Nobel de la paix à travers cette négociation qu'à l'obtention d'un réel accord politique entre l'Égypte et l'Éthiopie. Bon, tout ceci aboutit à un froid durable avec l'Éthiopie, entre l'Éthiopie et les États-Unis, ce qui est d'autant plus regrettable et paradoxal que l'Éthiopie est un ancien allié extrêmement solide de Washington dans les années 1990 dans l'Afrique de l'Est. Quels sont les enjeux actuels à la poursuite de ces négociations? L'Égypte souhaitait initialement, je l'ai dit, bloquer le chantier, ce qui n'est plus possible à l'heure actuelle. Elle souhaite maintenant obtenir un droit de regard sur la gouvernance de la gestion de l'eau du barrage, ce que, évidemment, l'Éthiopie refuse. Elle souhaite négocier aussi un calendrier de remplissage qui puisse satisfaire ses intérêts, un débit minimal garanti. L'Éthiopie a beaucoup de mal à accepter les modalités telles qu'elles sont présentées par l'Égypte, faisant valoir que c'est quand même elle qui est souveraine sur son territoire. Toujours cette opposition entre la souveraineté revendiquée par l'Éthiopie et le droit de regard revendiqué par l'Égypte. Le Soudan, donc le troisième partenaire, exige des garanties, mais il y a eu un changement dans la position soudanaise, affiche désormais son appui au projet, isolant davantage l'Égypte. En effet, le Soudan s'est rallié à l'idée que, effectivement, la production massive d'hydroélectricité que pouvait produire le grand barrage de la Renaissance était aussi dans le sens des intérêts du développement économique du Soudan. Bref, il y a une pression qui s'accroît en Égypte. On observe déjà sur le territoire égyptien des difficultés pour l'approvisionnement de l'eau pour satisfaire les besoins de l'irrigation. Pourquoi? Parce que la population augmente, parce qu'effectivement, on observe des variations dans l'approvisionnement. Alors, est-ce que c'est déjà des signes des changements climatiques? Peut-être. Il faut dire aussi qu'il y a eu une gestion pas toujours très heureuse des volumes d'eau en territoire égyptien, mais le gouvernement égyptien, évidemment, se réfugie derrière l'existence, le remplissage qui a débuté du grand barrage de la Renaissance pour blâmer l'Éthiopie comme seule responsable de la situation. Donc, on n'évoque pas tellement les autres causes possibles des difficultés d'approvisionnement en Égypte à l'heure actuelle. Donc, on ne parle pas des changements climatiques, on ne parle pas du gaspillage, on ne parle pas de la mauvaise gestion de la part des agences d'irrigation de l'Égypte. En conclusion, ce qui est important de souligner, c'est qu'il y a énormément de méfiance qui perdure entre l'Égypte et l'Éthiopie. Évidemment, dans ces conditions, c'est difficile d'aborder de bonne foi une négociation pour essayer de construire un consensus minimal sur la gouvernance à adopter pour le barrage et sur l'ensemble du bassin du Nil. L'Égypte a longtemps été maîtresse du jeu politique, mais évidemment, cette maîtrise lui échappe désormais. L'Éthiopie a pu financer son projet de barrage, qui a pratiquement terminé la construction, et maintenant, on devine que si les négociations n'aboutissent pas, elle pourra aller de l'avant comme elle le souhaite dans son calendrier de remplissage. L'Égypte consacre beaucoup d'énergie à essayer de bloquer le projet plutôt que d'essayer de construire un consensus avec le Soudan, avec l'ensemble des pays du bassin versant et avec l'Éthiopie. Et l'Éthiopie, de son côté, est arc-boutée sur son désir de développement rapide, de production d'hydroélectricité, et il faut le dire aussi, sur une certaine rancune contre l'Égypte, qui, pendant toutes ces décennies, s'est efforcée de bloquer les projets de développement nourris par le gouvernement éthiopien. Bref, des négociations difficiles, et il n'y a aucune garantie, évidemment, qu'elles vont aboutir sur un accord, sur un consensus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ça me fera plaisir de répondre à d'éventuelles questions.